Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, l'émission qui vous informe et vous conseille sur les sujets qui vous concernent. Alors on vous parle ce mois-ci d'immobilier, sujet de prédilection des notaires bretons, et on ne peut plus d'actualité en ces temps de hausse des taux d'intérêt et de prix de la construction qui explosent. D'immobilier donc, mais surtout d'habitat et des enjeux autour de la question du logement. Aujourd'hui, comment devenir propriétaire dans des conditions acceptables et en toute sérénité? Quelles sont les aides des dispositifs existants? Les nouvelles réglementations environnementales vont-elles changer la donne? Eh bien, pour nous éclairer, nos deux invités sont d'ores et déjà à mes côtés. Jean-Yves Carrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la délégation Bretagne d'Action Logement et par ailleurs directeur général du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine. Et en face de vous, nous avons Antoine Laforêt. Bonjour. Bonjour. Notaire, vous, dans le Finistère, du côté de Morlaix. Alors, en ce début de deuxième trimestre 2023, l'attractivité de la Bretagne ne se dément pas, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'on peut dire du marché de l'immobilier? Comment vous le qualifieriez? Eh bien, c'est un marché qui finalement suit le cycle normal de l'immobilier. Après la flambée que nous avons connue suite au confinement, il a tendance à se tempérer, vous l'avez dit, avec la hausse des taux, avec la raréfaction évidemment de l'offre aussi de biens qui, au vu du volume important qu'on a pu constater ces 2 dernières années, sont forcément moins nombreux sur le marché. Pas de baisse des prix pour autant Une baisse des prix qui commence à se faire sentir, même s'il reste dans certaines grandes villes, sur certaines zones littorales, des prix qui restent assez élevés et qui, de manière générale, sont encore assez hauts par rapport à ce qu'on a pu connaître. Oui, ces disparités, littoral, grande métropole et puis ville plus moyenne, ne se démentent pas non plus. Ne se démentent pas non plus. C'est assez normal et cette disparité, elle reste proportionnelle, Ouais. se réduira comme ça. Devenir propriétaire, aujourd'hui, c'est presque une injonction. Pourquoi donc, Antoine de Laforêt? Une injonction, alors le notaire a forcément un regard patrimonial sur cette question. Une injonction surtout parce que c'est une valeur refuge, la pierre d'abord, et que, selon l'adage, vous le savez, qui paie ses dettes s'enrichit. Il est toujours plus avantageux de rembourser un emprunt que de payer un loyer, qui est une dette que l'on se recrée soi-même tous les mois. Voilà. Et donc dans cette logique de concrétisation du patrimoine, d'avenir, de sécurisation de l'avenir, eh bien, on a effectivement tendance à pousser. Et je pense qu'on en parlera avec M. Carrier tout à l'heure. La politique qui pousse à l'accession à la propriété ne se dément pas en France depuis longtemps. Voilà. Merci Antoine de Laforêt. Jean-Yves Carrier, Action Logement est un organisme qui œuvre pour l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Une de vos missions, c'est de permettre la mobilité résidentielle et professionnelle des salariés. C'est vous qui collectez la participation des employeurs à l'effort de construction, plus communément appelé sous le nom de 1% logement. Votre autre mission, c'est la construction et le financement du logement social et intermédiaire. Votre parc en Bretagne de logement social, c'est 26 200 logements à peu près. Et puis vous avez alloué 67 millions d'euros aux bailleurs sociaux de la région en 2022. Le logement social qui se porte comment? On sait que le livret A en ce moment qu'il finance, ce logement social, se porte très bien et recueille l'adhésion des Français. C'est donc plutôt une bonne nouvelle? Alors, le logement social se porte bien dans la mesure où il y a beaucoup de demandes de logements sociaux sur notre région. Et donc, on a produit l'an dernier 4700 nouveaux logements, mais ça ne satisfait pas encore totalement la demande. Il faut en produire quelques milliers de plus. Si on prend au niveau national, il y a eu 85 000 logements de produits et le besoin est de 125 000. Donc, il y a un fort besoin. Ensuite, les bailleurs sociaux ont vécu pas mal de changements depuis quelques années. Le premier changement, ça a été la réforme des APL et donc le blocage des loyers qui les a amenés à revoir un peu leur modèle économique. Et puis plus récemment, la hausse du livret A, alors qui est une très bonne nouvelle pour les épargnants. En revanche, pour les bailleurs sociaux, ça l'est un peu moins, puisque les bailleurs sociaux se refinancent essentiellement à partir du livret A. Et évidemment, quand le livret A passe de 1 à 3%, leur charge financière augmente d'autant. Donc c'est pas une bonne nouvelle forcément pour les bailleurs, là, leur dette augmente finalement. Le côté livret A, effectivement, ça augmente la charge de la dette. Donc, et elle aussi, il faut toujours améliorer l'efficacité du fonctionnement pour rester producteur de logement. Et Action Logement, dans ce rôle, essaie d'accompagner tous les bailleurs sociaux. Et donc, on a alloué l'an dernier plus de 60 millions d'euros pour accompagner cet effort de construction de l'ensemble des bailleurs sociaux sur le territoire breton.
Vous qui êtes un fin observateur du marché de l'immobilier, vous dites qu'il s'enraye. Ça veut dire quoi exactement ? Il s'enraye dans la mesure où on a vécu deux choses. D'un côté, on a une demande donc, qui évolue, compte tenu donc, des prix de l'immobilier d'une part et de la hausse des taux d'intérêt. Et souvent, l'investissement dans l'immobilier, c'est une question de confiance. Et donc, cette hausse des prix ou ce sentiment que les prix sont élevés et cette augmentation des taux donc, a créé je dirais, un ralentissement de la demande. Et de l'autre côté, côté offre cette fois-ci, on a aussi un ralentissement, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de réformes qui rentrent à l'œuvre. La réforme du zéro artificialisation nette, par exemple. Dont on reparlera. L'augmentation aussi des prix des fonciers dans les villes. Et donc là aussi, les bailleurs, les promoteurs s'interrogent. Alors, on atteint finalement un équilibre, sauf que l'équilibre, il se traduit par un manque de logement, quelque part. Oui, donc, et cette situation-là ne peut pas tenir très longtemps. On va devoir retrouver des mécanismes incitatifs, à la fois pour les promoteurs et les bailleurs, pour les encourager à l'effort de construction, et incitatifs aussi pour les investisseurs et les accédants à la propriété, pour leur permettre d'accéder à la propriété avec des formats qui vont peut-être changer, mais on en reparlera probablement. Peut-être une réaction, Antoine de la Forêt, par rapport à ce qu'on vient de dire. Un marché qui s'enraye, c'est quelque chose que vous constatez, vous aussi, dans vos études ? Oui, effectivement, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. On a une raréfaction de l'offre et des vendeurs qui restent assis sur des prix qui étaient vrais il y a encore un an ou 18 mois, qui ne le sont plus aujourd'hui. On a la hausse du coût de la construction, qui en particulier pour les bailleurs et promoteurs renchérit les opérations. Tout ça, c'est le cocktail idéal pour ralentir un marché, effectivement. Oui, tout de même, il reste des opportunités. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais moment pour acheter ? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on peut faire une bonne ou une mauvaise opération à n'importe quel moment. Il s'agit de bien la choisir. On parle beaucoup de la hausse des taux, effectivement, qui renchérit le coût pour l'acquéreur. Néanmoins, les taux restent encore plus bas que l'inflation. Il faut, si on prend un peu de recul aussi, même un taux à 3% aujourd'hui est faible par rapport à ce qu'on a connu il y a 10, 15 ou 20 ans. Voilà, on peut encore acheter à des conditions plutôt favorables. Tout en étant vigilant, effectivement. Tout en étant vigilant sur le produit, mais ça, c'est pas tellement le taux auquel vous empruntez qui dira si le produit ou le prix est bon. Voilà, ça, c'est l'appréciation du marché. L'un des enjeux majeurs en matière de logement aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique du bâti ancien, que ce soit en cœur de métropole, dans les villes moyennes ou sur le littoral. La loi climat et résilience entraîne un certain nombre de bouleversements et va redimensionner un peu les contours de l'accès au logement pour au moins les 2 décennies à venir. Mais pour l'heure, restons dans le concret avec ce reportage dans un bien ancien rénové. Visite guidée suivie par Félix Survoix. Donc voilà, on se trouve ici dans un appartement d'une copropriété des années 70. Comme vous pouvez le voir, l'appartement a été entièrement refait d'un point de vue embellissement. Ils ont refait les murs, ils ont également refait l'électricité. L'enjeu majeur de cet appartement, c'est de répondre aux nouvelles règles en termes de gaz à effet de serre et de consommation. Donc toute l'isolation de l'appartement a été revue, les fenêtres ont été changées. Pour autant, les travaux ne se limitent pas à l'intérieur de l'appartement. Système de chauffage collectif, isolation des combles et des murs par l'extérieur devront également être revus pour répondre aux exigences qu'impose la loi climat et résilience depuis janvier 2023. Dans le cas de copropriétés de plus de 200 lots comme celle-ci, l'audit énergétique est devenu obligatoire et indique un plan de travaux à réaliser sur 10 ans afin de réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de ces logements anciens. Les travaux sont forcément partagés entre le propriétaire des lieux ainsi que le syndic de copropriété. Dès la mise en vente du bien et les premières visites, nous informons les futurs propriétaires des enjeux de travaux qui vont concerner cette copropriété. Donc il était parfaitement au courant, même si tout le programme de travaux est en cours de vote. Environ 35 000 €. C'est le montant estimé que le propriétaire de cet appartement de 52 mètres carrés devra débourser au cours des prochaines années. Ces nouveaux coûts de rénovation ont un impact significatif sur l'ensemble du marché immobilier, déjà tendu en Bretagne.
Aujourd'hui, ces nouvelles réglementations ont un impact évidemment très important sur les budgets, puisqu'on parle quand même de travaux structurels, des travaux d'isolation. On n'est pas sur de l'embellissement simple. Il faut pouvoir les financer, il faut pouvoir être accompagné. Or, on connaît parallèlement des difficultés de financement au niveau bancaire, puisque les taux ayant augmenté, les capacités d'emprunt des clients sont moindres. Donc, tout ça a aujourd'hui quand même sur ces logements-là un impact de baisse de prix par rapport à ce qu'on a pu connaître l'année dernière. Des investissements coûteux, mais obligatoires pour les propriétaires souhaitant à terme louer leurs biens. Conformément à la loi climat, les logements jugés trop énergivores ne pourront progressivement plus être proposés à la location ou verront le prix de leur loyer gelé jusqu'à la mise en place des travaux nécessaires. Antoine Delaforêt, comment les nouvelles obligations en matière environnementale, je pense notamment au diagnostic de performance énergétique, à l'audit énergétique aussi, influent sur le marché de l'immobilier et peut-être aussi sur le comportement des acheteurs? Alors c'est encore très récent dans la pratique, puisque l'audit énergétique est en vigueur depuis le 1er avril dernier. Mais très probablement, on va avoir un impact sur les prix dans la mesure où les travaux énergétiques seront chiffrés et précis pour l'acquéreur. On donnera une prise à l'acquéreur dans une négociation du prix vis-à-vis de son vendeur. Il y aura sans doute un temps de latence dans le marché pendant lequel les vendeurs ne l'accepteront pas encore, étant habitués, mais on revient sur ce qu'on a déjà dit, au prix élevé qu'on a connu ces dernières années. Est-ce que peut-être il y a des choses qu'il faut savoir quand on s'engage dans de l'achat dans l'ancien, au niveau de la rénovation énergétique? Est-ce qu'il y a des conseils à avoir, des organismes vers qui se tourner pour se faire conseiller? Alors, déjà, le conseil qu'on peut donner, c'est de profiter de cette opportunité que la loi donne maintenant pour s'informer sur ces questions-là et ensuite se tourner vers les aides bien connues maintenant, type MaPrimeRénov', l'éco-PTZ, un prêt à taux zéro, qui permettent de financer ces travaux de rénovation. Ne pas hésiter à profiter de toutes les opportunités qui sont données ou à de la TVA réduite sur certains travaux de rénovation énergétique également. Là, on a parlé du parc locatif privé. En ce qui concerne, Jean-Yves Carrier, le parc social, finalement, qui n'a pas toujours la réputation d'être très performant en matière d'efficience énergétique. Est-ce qu'on a un défi d'ampleur en Bretagne ou pas? Alors, les bailleurs sociaux sont conscients depuis longtemps de cette nécessité de rénover énergétiquement. Ils sont exemplaires sur le sujet. Donc aujourd'hui, le parc social répond dans sa très grande majorité aux obligations en la matière. C'est dans l'intérêt des bailleurs sociaux parce que cet effort de rénovation énergétique permet de réduire la charge de l'occupant en termes d'énergie. Bien sûr, oui. Et donc, pour le locataire et ses charges. Ça contribue au pouvoir d'achat des locataires et ça contribue aussi donc, à la bonne régularité des loyers, si je puis dire. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde et puis ça permet aussi donc, de louer tous les logements, de ne pas avoir de logements vacants. Donc les bailleurs sociaux ont engagé un effort depuis plusieurs années et poursuivent cet effort. On estime qu'il y a aujourd'hui à peu près 700 000 biens donc, à rénover chaque année. Donc c'est un effort qui est très conséquent. Mais on est complètement dans la réglementation et on tiendra donc, dans les ambitions qui ont été fixées sur les prochaines années, bien évidemment. Un autre pan de la loi climat et résilience, c'est la fameuse ZAN, la zéro artificialisation nette. D'ici à 2050, on ne pourra plus construire comme on le souhaite et où on le souhaite. On imagine donc que la pression en matière finalement foncière et aussi en matière de rénovation est importante. Aujourd'hui, est-ce que les élus et les collectivités locales avec qui vous êtes en prise via Action Logement sont conscients de ces enjeux et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place ? Effectivement, il y a une prise de conscience et c'est vrai que le schéma historique du pavillon tend donc à se réduire, oui. Évidemment. Et la contrepartie, c'est densifier au niveau des villes. Donc les collectivités, les promoteurs, les bailleurs sont parfaitement conscients de ça. C'est sujet sensible. Par contre, c'est un sujet sensible pour l'environnement. Ceci étant, on a encore vu, je crois, aujourd'hui, un jugement qui valide une tour de 17 étages parce qu'on n'a pas d'autre solution que de densifier le logement, compte tenu du prix des charges foncières notamment, et puis de cette nécessité
nécessité de loger tous les arrivants. On a la chance d'être dans une région attractive, que ce soit la Bretagne ou la Loire-Atlantique, mais il y a de nouveaux arrivants, c'est plus de 10 000 en Bretagne et beaucoup aussi sur Nantes. Donc on a cette responsabilité de loger les arrivants et il n'y a pas 36 solutions. Donc, il faut verticaliser. Des opérations comme Action Cœur de Ville qui permettent de rénover du bâti déjà existant dans les villes. Alors effectivement, côté ancien, Action Cœur de Ville donc, a touché les villes moyennes. Donc, en Bretagne, c'est 11 villes moyennes qui ont été touchées. Il y en a aussi quelques-unes en Loire-Atlantique. Et Action Cœur de Ville visait à requalifier des bâtiments au cœur de ville qui sont très difficiles à réhabiliter parce que souvent on est dans les périmètres des bâtiments de France, il y a beaucoup de contraintes. Et donc là, il y a eu un programme conséquent. Action Logement a été un gros financeur de ce programme. Et on a pu, sur les 4 dernières années, remettre sur le marché plus de 1000 logements dans ces villes moyennes. Qui étaient vacants. Qui étaient vacants. Donc ça contribue bien sûr à loger. Ça contribue aussi à la vitalité du commerce. Oui. Et ça permet de redévelopper l'emploi. Donc ça a toutes les vertus, cette démarche-là. Donc là, on est reparti sur un programme de 4 ans pour poursuivre cette rénovation. Et donc, on a distribué donc, des sommes très conséquentes. C'est plus de 20 millions d'euros sur la Bretagne qui sont distribués sous forme d'aide et de financement pour encourager la rénovation de ces bâtiments. Et ça redynamise effectivement des villes moyennes qui retrouvent finalement un nouvel élan. J'évoquais la pression foncière déjà présente avant ce projet de loi, mais qu'on imagine donc exacerbée avec cette loi ZAN. Ça va rendre l'accession finalement à la propriété plus compliquée, on imagine. Antoine de la Forêt, est-ce qu'il existe aujourd'hui des dispositifs d'aide qu'on peut évoquer? On pense peut-être le premier d'entre eux au prêt à taux zéro. Oui, par exemple, qui est toujours d'actualité. Après, ça dépendra si on se positionne sur de l'immobilier neuf ou ancien, mais on a des dispositifs tels que en neuf, le bail réel solidaire qui va devenir incontournable, notamment dans les grandes villes, qui au-delà des aspects purement financiers sont des méthodes pour porter les projets qui permettront d'alléger la charge foncière pour les acquéreurs. Oui, on va revenir sur ce bail solidaire pour bien comprendre comment ça fonctionne, mais aujourd'hui, effectivement, quand on achète un premier bien, on dispose encore d'avantages. Voilà, des prêts à taux zéro, parfois des prêts à l'accession sociale, etc., qui sont des dispositifs financiers qui permettent de favoriser. Et puis une fiscalité plus favorable dans le neuf, pas dans l'ancien, avec une TVA réduite notamment. On parlait du bail réel solidaire. Jean-Yves Carrier, vous allez nous l'expliquer. Finalement, c'est une nouvelle façon d'être propriétaire. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement la mécanique? Parce qu'on n'est pas propriétaire de tout, finalement, quand on... Effectivement, dans les zones tendues, notamment les métropoles, le prix du foncier était une vraie contrainte pour l'accession à la propriété. Et donc les collectivités, avec aussi des bailleurs, donc, ont décidé de créer des offices fonciers qui sont propriétaires du foncier. Et lorsque on veut accéder, donc on est propriétaire de la construction, mais on n'est pas propriétaire du foncier. Ce qui fait qu'évidemment, le prix d'acquisition est réduit d'autant. Alors on paye un loyer sur le foncier, mais qui reste tout à fait acceptable. Et donc ça permet à un certain nombre d'accédants à la propriété d'accéder à la propriété. Il y en a eu 1500 en Île-et-Vilaine simplement l'an dernier, parce que c'est un dispositif qui a démarré en Île-et-Vilaine, sur Rennes, sur Saint-Malo, qui va s'étendre maintenant sur beaucoup de villes. Territoire d'expérimentation. En expérimentation, en quelque sorte. La seule limite, mais ça s'entend tout à fait, c'est qu'à la sortie, lorsqu'on revend le bien, la plus-value est encadrée. Ceci étant, on rentre avec le bail réel solidaire un peu dans la logique d'usage qu'on retrouve un peu partout. Être propriétaire de tout n'est plus forcément la volonté de l'ensemble des citoyens. Donc, il faut trouver des formules différentes. Oui, aujourd'hui, est-ce que vous diriez justement, peut-être, Antoine de la Forêt, que les acheteurs sont plus vigilants aussi et puis plébiscitent ces nouvelles formes d'achat, ou ça reste encore un peu à l'état d'essai? C'est encore en germe, si je puis dire, même si ça a tendance à se développer. Mais je pense effectivement, comme vous, que ça va prendre son essor. Le bail réel solidaire est dans la continuité de ce qui avait déjà été engagé sur ce genre de choses. Je pense au pass foncier, la location-accession, c'est dans le même état d'esprit de tous ces mécanismes anciens. On va poursuivre cette émission, messieurs, mais si vous voulez bien, nous allons accueillir Vincent Lemay pour la chronique actu de ce mois d'avril. Bonjour Vincent Lemay. Bonjour Aurélie. Alors, quelques nouveautés ou en tout cas quelques actualités à détailler, notamment en matière de déclaration. On commence avec celle des biens immobiliers.
Oui, alors si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier de façon directe ou indirecte, alors direct c'est lorsque vous êtes personnellement propriétaire, indirectement c'est par exemple via une société civile immobilière, même lorsque vous êtes simplement co-indivisaire ou usufruitier, désormais vous avez cette obligation de faire une déclaration avant le 30 juin 2023 sur le site des impôts, donc impôts.gouv.fr. Ça permettra au gouvernement de référencer vos propriétés. Et si vous ne le faites pas, eh bien, malheureusement, vous serez contraint potentiellement de payer des amendes. Donc, n'oubliez pas de faire cette déclaration en ligne. Avant donc le 30 juin 2023. Autre information au niveau des déclarations, cette fois qui concerne les revenus. Alors là, revenus, nous sommes en période de déclaration, effectivement, sur le même site. C'est toujours impôts.gouv.fr. Je vous rappelle juste les dates. Les dates ne sont pas les mêmes en fonction des départements. En ce qui concerne les départements 1 à 19, c'est jusqu'au 25 mai. De 20 à 54, c'est le 1er juin. Et département 55 et suivant jusqu'au 8 juin. Voilà. Merci Vincent. Un dernier point, si vous voulez bien, vous allez nous parler des successions vacantes et d'une nouveauté en ce qui les concerne. Alors, une succession vacante, c'est lorsque une personne décédée n'a soit pas d'héritier ou lorsque les héritiers ont renoncé à l'acceptation de la succession. Donc, c'est l'État qui en devient le garant, le curateur, c'est le terme exactement, de cette succession vacante. Et donc, vous pouvez vérifier finalement si l'État est en charge de ce dossier sur un site désormais qui s'appelle recherche succession vacante.impôts.gouv.fr. Donc ça permettra d'identifier effectivement la personne en charge du dossier et potentiellement d'émettre des offres au profit de l'État en tant que curateur. L'accès au site est totalement gratuit. Il vous suffit de compléter un formulaire en ligne. Merci beaucoup Vincent, vous allez rester avec nous pour la fin de l'émission. Il est temps de prendre les questions de nos téléspectateurs puisque j'en ai déjà finalement beaucoup posé. La première peut-être pour vous Jean-Yves Carrier. Cette question, avec la hausse des taux d'intérêt, faut-il encore acheter ou mieux vaut-il attendre ? Alors la hausse des taux effectivement est réelle. On a eu une hausse des taux de 1% à 3% et ça va peut-être encore augmenter un peu dans les prochains mois. Bon, ceci étant, comme l'indiquait Antoine tout à l'heure, on reste sur des taux tout à fait raisonnables. Quand on raisonne en période longue, c'est des taux d'emprunt à 15 ans, 20 ans ont toujours été entre 4 et 5%. Et ce qu'il faut bien regarder, c'est le taux réel derrière. Donc c'est enlever le taux de l'inflation. Donc si on a un taux à 3% mais que l'inflation est à 5, il n'y a pas véritablement d'effort. Et puis si l'inflation est en dessous, il y a un effort mais qui reste tout à fait maîtrisé. Donc ça ne doit pas guider simplement le choix d'investir. Le choix d'investir, c'est aussi le choix d'accéder à la propriété, de diversifier ses actifs. Et dans ce cadre-là, l'investissement dans la pierre a toujours son intérêt. Une autre question, je souhaite devenir propriétaire de mon premier bien immobilier. Dois-je acheter dans le neuf ou dans l'ancien messieurs les notaires, quel serait votre conseil ? Alors, tout dépend si vous souhaitez faire un investissement locatif ou si c'est pour votre résidence principale. Alors, effectivement, le marché n'est pas le même. Lorsque vous êtes dans le neuf, vous avez des obligations, lorsque vous produisez ces logements, d'avoir une étiquette énergétique qui est plutôt bonne. Donc, dans ce qu'on appelle le DPE en A ou en B. Lorsqu'on est dans l'ancien, eh bien, vous êtes contraint d'avoir l'étiquette énergétique du bien dans lequel il est. Et effectivement, vous avez aujourd'hui des étiquettes qui sont chassées par le gouvernement comme des bâtiments qui sont extrêmement consommateurs. Vous aurez des obligations de rénovation énergétique, on en parle souvent sur ce plateau. En tout cas, bien prévoir peut-être l'enveloppe de frais qui vont être inhérents à la réparation ou la remise aux normes du bien, j'imagine. Exactement. Dans l'ancien, vous aurez forcément un budget de travaux qui, surtout dans la période actuelle, est vraiment important. Un budget que vous n'aurez pas dans le neuf qui pour autant sera un petit peu plus cher. C'est à apprécier au cas par cas. Dernière question, j'ai vu plusieurs annonces d'appartements à des prix intéressants, mais avec de mauvaises classes énergétiques. Est-ce tout de même un bon investissement ? On vient un peu de le dire, mais est-ce qu'on peut redonner quelques... Effectivement, c'est l'apport de l'audit énergétique qui va vous permettre de chiffrer le budget de travaux de rénovation énergétique. À vous d'apprécier à ce moment-là si le prix proposé correspond réellement au prix du marché. Des classements énergétiques qui concernent, Jean-Yves Carrier, aujourd'hui aussi les copropriétés, les bailleurs sociaux, ça c'est un enjeu extrêmement important en fait. Bien sûr, c'est un enjeu. Alors,
pour les bailleurs sociaux, en général, ils sont propriétaires de tout le collectif. Donc les choses sont assez faciles. Lorsqu'on est dans des copros, des syndics avec de multiples propriétaires, là, il faut qu'il y ait un alignement de l'ensemble des propriétaires pour engager les travaux. Donc c'est un peu plus compliqué. Peut-être pour terminer cette émission, Jean-Yves Carrier, on parle d'une Bretagne aujourd'hui quasiment au plein emploi, avec des difficultés pour certaines entreprises, pour certains secteurs à recruter. Le logement, du coup, c'est un facteur aggravant et facilitant. Vous qui êtes qui avez pour mission de faciliter l'accession à la propriété des salariés, c'est un vrai enjeu Ah oui, c'est un véritable enjeu. Il faut avoir le logement en quantité, mais qui plus est au bon endroit. Et donc on essaie d'anticiper en permanence quels sont les besoins d'un secteur ou d'un autre. Donc on est attentif bien sûr aux zones tendues, parce qu'on sait que sur ces secteurs-là, ce sont les métropoles, ce sont les zones littorales. Il y a des besoins très conséquents, puis le marché était un peu perturbé notamment par tout ce qui est location saisonnière. Donc on est particulièrement attentif et on encourage les bailleurs sociaux à investir sur ces secteurs pour essayer de répondre aux besoins de logement des salariés qui arrivent en Bretagne. On a cette chance, ou en Loire-Atlantique, on a cette chance d'être très attractif et d'avoir des régions de plein emploi, effectivement. Donc il ne faut pas que le logement soit un élément bloquant. Merci à tous les trois pour vos éclairages sur cette émission autour de l'accès à la propriété. On se retrouve le mois prochain autour d'un nouveau thème et d'ici là, portez-vous bien.